Au cours de cette expédition 1963 au Stromboli, qui a donc été pour nous scientifiquement un succès dont nous nous réjouissons tous de façon exceptionnelle, nous avons été accompagnés par une équipe de la télévision française qui a fait le reportage que vous voyez là. Les caméramens et les preneurs de son nous ont accompagnés jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans les fumerolles sulfureuses, dans les retombées de bombes et au bord même des bouches en activité dans lesquelles la lave bouillonne avant d'être lancée dans les airs. Le Stromboli est l'un des volcans les plus actifs du monde. C'est aussi l'un de ceux dont le cratère est le plus facile à atteindre. Cette île de 900 mètres d'altitude est le tiers supérieur de la montagne dont la base sous-marine se trouve à 3000 mètres sous le sommet. Le propos des volcanologues, outre la joie de la découverte scientifique, est d'arriver à prévoir les éruptions d'un volcan afin d'alerter à temps les populations qui habitent les régions menacées. Autre objectif, la domestication d'une partie des forces colossales du volcanisme, l'énergie géothermique. Au Stromboli, les éruptions meurtrières sont très rares, mais l'on trouve toujours sur l'île des témoins qui acceptent de raviver le souvenir d'un des leurs, tué par une bombe volcanique ou une avalanche brûlante. I gente scappavano da tutte le parti, fuggivano qua a destra, qua a sinistra, poi chiamava San Bartolomeo, poi chiamava insomma Madonna Santissima, poi chiamava amici, poi chiamava mamma, poi era ferita, che era scoppiata, i vicini di posto tutti quanti in terra, colonne di fumo che si innalzavano da già scendevano così e arrivarono fino a Petra. Tourné vers le volcan, des calvaires matérialisent la crainte un peu superstitieuse qu'il inspire à ceux qui vivent à son pied. À peine débarqués, nous allons installer notre réseau de sismographes. Ils enregistreront les vibrations et les secousses qui précèdent et qui accompagnent les mouvements du magma. Le sismographe, c'est le stéthoscope du volcanologue. Répartis sur le volcan, ils vont être reliés par câble ou par radio aux enregistreurs concentrés au pied de la montagne. Nous aurons un microphone au camp, le vôtre. Oui, d'accord, transmis par radio. Transmis par radio, c'est ça. Ensuite, un sismographe à l'ancien camp l'année dernière pour faire la comparaison avec celui que vous aviez. Exact. Et ensuite, nous pourrions installer des sismos, oui, au code 800, 600, 300 et enfin ici au sémaphoro. Pour interpréter utilement les sismogrammes, il est indispensable d'observer avec minutie ce qui se passe dans le cratère. Il est nécessaire aussi d'y faire des mesures géophysiques et des analyses chimiques. C'est pourquoi, fort lourdement chargés, nous montons vers le sommet. Ce vêtement nouveau, fibre de verre anti-choc, aluminisé pour réfléchir la chaleur rayonnée par la lave, va nous permettre d'affronter les bombes lancées par les gueules explosives et de séjourner sur leur bord. Ainsi armés, masque à gaz prêt, nous descendons pour une première reconnaissance. Il y a actuellement 6 bouches en activité. Je dis actuellement parce que la topographie et l'activité d'un cratère varient de façon parfois étonnante d'une année à l'autre, voire d'une semaine à l'autre. Tu doublais l'avant-dernière explosion. Oui. Bon, normalement, tu pars après les grosses explosions. Oui. Tu serais parti à ce moment-là, tu ramassais les La bombes deuxième. de la deuxième. Oui, sur le coin de la figure. Et il n'y a pas moyen de prévoir s'ils sont doubles ou s'ils sont... Non, pour le moment, il vaut peut-être mieux attendre 2 minutes après une explosion, puis voir s'il y en a une deuxième, et puis on peut y aller. Les cendres qui tombent. Ouais. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a eu une explosion là-bas. Mais ce matin, ça pétait pas. Hein. Oui. Et alors pourquoi est-ce que tu veux retourner cet après-midi? Mais parce qu'on n'a pas fait les analyses, qu'on a fait que les échantillonnages.
Oui, mais pourquoi cette bouche-là précisément? Parce qu'avec le vent qu'il y a, à l'autre, on va être tout simplement asphyxié pendant tout l'après-midi qu'on y passerait. Ah, il est dégueulasse le café. Avant, comme pendant l'éruption, la montée du magma vers la surface du globe provoque des fluctuations de la température, du débit et de la chimie des gaz. Pour arriver à prévoir le cours des événements, il est donc nécessaire d'étudier, parallèlement aux manifestations sismiques, les variations qui affectent l'exhalaison fumerolienne. De jour en jour, voire d'heure en heure en période de crise, il faut donc contrôler les variations chimiques des gaz. Mais faire des dosages aussi précis en des endroits aussi peu confortables tient de la gageure. Pour réduire les risques, nous procédons par série de raids brefs afin de ne guère passer chaque fois plus de quelques minutes d'affilée dans la zone bombardée. Et nous battons en retraite aussitôt achevé l'analyse, l'échantillonnage ou la mesure. Cela ne nous empêche pas de nous trouver parfois au beau milieu de la grêle des mottes de roc fondu et des scories vomies par le cratère. Le travail se poursuit néanmoins, car ces bombardements sont moins dangereux qu'il ne paraît, à condition bien sûr d'avoir le sang-froid et les réflexes nécessaires. À peine retombée, la motte de lave est déjà éteinte en surface, mais elle est encore assez molle pour que le piolet s'y enfonce. Du sommet de la montagne, l'émetteur radio envoie aux enregistreurs les impulsions captées par les sismos. Sur le micro qui est placé là-haut, il faudrait que vous me passiez le générateur intérieur de l'ampli. Le générateur intérieur de l'ampli, reçu par les... ici Michel l'a reçu. Ok, alors je vais attendre quelques instants que vous me rappeliez. Au pied de la montagne, les enregistreurs inscrivent les diagrammes des ébranlements du sol avec une précision de 1/100 de seconde. Ne croyez pas cependant que ce travail, pour passionnant qu'il soit, suscite le même enthousiasme chez tous. Outre les fatigues assez exceptionnelles que provoquent chaleur, gaz, consistance instable du sol, tension nerveuse, outre des soifs qui ne le cèdent en rien à celle du désert, il reste à surmonter l'anxiété, toujours présente, qu'engendre la menace sournoise d'une explosion plus violente que la normale. Certains, parmi nous, subissent cette angoisse de façon continuelle, dès qu'ils se trouvent dans la zone bombardée. Et malgré cela, malgré cette peur qui ne les lâche jamais, ils font toujours avec minutie, avec sang-froid, leur travail de précision auprès de ces gueules incandescentes qui pourraient aussi bien être celles des enfers. Ce sont ces équipiers-là qui sont les plus véritablement courageux. Grâce à eux, grâce aux méthodes patiemment mises au point par les Chéniaud, Tonani, Elskens, Peter Schmidt, Courtine, par les jeunes assistants, nous allons, semble-t-il, vers une connaissance meilleure de cet important, de ce redoutable phénomène. J'ai sucé plus d'eau parce que j'ai du eau dans la pression du gaz carbonique. On peut faire le calcul maintenant. D'accord. Et moi, tu vois, Ça a l'air logique. un tube saturé d'eau et l'autre absolument rien. Alors les températures, le thermomètre du dessus 265, le thermomètre du dessous 465. Le puits, on le voit bien quand ça s'éclaircit un petit peu, le puits est vertical, à 6 mètres de profondeur, il y a une porte verticale. Et de cette porte verticale sortent les gaz et les jets de lave. Lorsque la lave se trouve en dessous de la porte, alors les jets sont obliques et c'est alors que nous ne sommes pas bombardés. Quand le niveau de la lave monte et qu'elle apparaît, la composante verticale de la déflagration nous asperge plus ou moins selon la hauteur de la lave
dans le puits. Chaque soir, à la fin de la journée de travail, la fatigue se fait lourde et la remontée est pénible dans le sol instable. Mon ami Bichet, vieux compagnon de course, va vous donner son avis sur une explosion particulièrement émotionnante qui s'est produite dans la nuit du 11 mai. C'est toujours pareil, il y a plusieurs explosions très régulières, on se met en confiance, on approche. Alors qu'est-ce qui est arrivé l'autre soir? Ça faisait 1 heure que vous étiez à proximité de la bouche, vous vous croyiez tranquille, Taziev, lui, se croyait tranquille, il approche, il va au bord, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui lui est déjà arrivé 3 fois dans d'autres volcans, il a un paroxysme. Un volcan, c'est jamais régulier, il y a un moment où il a un paroxysme. Mais ça, c'est des choses qu'on réussit 1 fois, 2 fois, je sais pas si on le réussirait 5 fois de suite, hein. C'est la dernière virée de la journée. On profite de la nuit et de ce que le vent a plus ou moins tourné pour essayer d'aller voir ce qui a changé dans le cratère parce que les tirs ont totalement changé de direction. Il doit y avoir eu un effondrement ou bien peut-être une montée de lave.